Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce 8e épisode de Je sais tes podcasts spécial Australian Open. Et faute d'être à Melbourne cette année, il illumine notre round-up quotidien de son savoir tennistique. Bonjour Philippe de Bon, Haas. quelle jolie présentation. Bonjour Christelle. Même un dimanche, il est fidèle, c'est magnifique. Merci d'être là. Premier 8e de finale ce dimanche avec 4 matchs chez les messieurs et 4 matchs chez les dames. Les conditions étaient très chaudes en Australie, 33 degrés. Un ramasseur de balles s'est même évanoui sur le terrain. Heureusement, les favoris n'ont pas traîné sur le court. La double tenante du titre à Melbourne, Aryna Sabalenka, a été majestueuse face à Mira Andreeva, 17 ans. Elle s'est imposée 6-1, 6-2, la numéro 1 mondiale, en un peu plus d'une heure. Premier set conclu en 24 minutes. Mira Andreeva a trouvé plus de solutions dans la deuxième manche, mais elle a même eu des balles de débreak à 3-2, mais Sabalenka a serré le jeu, plus puissante, plus juste dans ses attaques que sa jeune adversaire. Alors la Biélorusse n'a toujours pas perdu un set dans ce tournoi. Elle est invaincue depuis le début de l'année d'ailleurs, avec 9 victoires de rang, puisqu'elle a gagné le tournoi de Brisbane avant de venir à Melbourne. C'est son 18e succès d'affilée à Melbourne. Elle monte en puissance, c'est sûr. Oui, je voyais ce match comme vraiment un premier bon test Ouais. pour Sabalenka et elle l'a passé avec une aisance vraiment impressionnante, comme tu l'as dit. Elle a vraiment écrasé Mm. Andreeva par sa puissance, l'intensité de jeu qu'elle met. Chaque match, on a l'impression que le capital énergie, le capital confiance se renforce. Elle est chaque fois un tout petit peu plus impressionnante. Donc, bravo à elle. Et effectivement, quand on voit ça, on se dit, waouh, il faudra vraiment être très, très bon, très solide pour aller la chercher quand même. Hein. Oui, parce que Andreeva, elle frappe quand même très fort aussi la balle. Oui, oui, elle frappe très, très fort la balle. Mais tu l'as vu, je sais pas si tu as regardé un tout petit peu le nombre de fois où Elle est Sabalenka dépassée. oui, l'a vraiment surclassé physiquement. Et on sait que c'est sa porte d'entrée, à Sabalenka. On sait que c'est comme ça qu'elle détruit en général ses adversaires. Mais cependant, Andreeva, elle a aussi énormément de qualité, une très très bonne lecture du jeu, un très bon timing. Mais aujourd'hui, elle était vraiment 2 niveaux en dessous de son adversaire. Et puis peu d'expérience en grand chelem aussi. Andreeva, 17 ans, c'est une ado, quoi. Oui, c'est une ado. Bon, oui, peu, mais quand même, elle a très très bien joué à Roland. On sait que Andreeva, à un moment donné, ses heures viendront et qu'elle fera partie de ce quatuor là qui est en tête. Elle va à un moment donné, dans un an ou deux, aussi truster les meilleures places. C'est déjà une belle performance de ce qu'elle a fait quand même de se retrouver au 4e tour. Hein. Il faut pas négliger cette performance-là aussi. Mais Ouais. bon, aujourd'hui, contre Sabalenka, elle n'est pas prête encore. Et la prochaine adversaire de Sabalenka se nomme Anastasia Pavlyuchenkova, 33 ans, 32e mondiale. Alors elle a créé la surprise en éliminant la 19e joueuse mondiale, Donna Vekic, 7-6, 6-0. Pavlyuchenkova a laissé parler toute sa puissance et a pu s'appuyer sur des conditions de jeu très rapides. 10 aces, 38 coups gagnants. Vekic a offert une belle résistance dans le premier set, mais dans le deuxième set, elle était diminuée par une blessure au genou gauche. C'est une surprise quand même de voir Pavlyuchenkova en quart de finale. Non, Non. non, parce qu'elle en a déjà fait beaucoup. Je pense qu'elle fait une année demi aussi à Roland. Pavlyuchenkova, elle est une des plus talentueuses en qualité de frappe. C'est irréel comme elle frappe la balle. Elle a eu de nombreuses blessures, ce qui fait que son ranking a chuté, qu'elle a du mal à se maintenir un peu je dirais, dans le top niveau parce que son corps ne suit plus toujours, plus comme avant en tous les cas. Mais tennistiquement parlant, elle est franchement, à mon avis, dans le top 5, probablement en termes de talent, de qualité de frappe. C'est fabuleux la façon dont elle est capable de jouer, Pavlyuchenkova. Donc c'est pas du tout une surprise de la retrouver là, et encore moins de battre Vekic parce que tennistiquement, je pense qu'elle est vraiment plus forte aussi. Donc pas une surprise. Après, ça semble être une surprise parce qu'on ne la connaît pas trop et puis on se dit bon ben voilà, elle a 30 et des années, mais 33. 33, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, d'ailleurs, elle a signé sur la caméra après sa victoire. Je me vois trop vieille, mais je suis toujours là. Mm. Elle a fait un peu d'humour. Et c'est vrai, tu l'évoquais, c'est la 4e fois que la Russe, ancienne protégée de Patrick Mouratoglou, atteint les quarts de finale à Melbourne, mais la première depuis 2020. C'est son 8e quart de finale en Grand Chelem. Tu évoquais tout à l'heure ses performances en Grand Chelem. Eh bien, figure-toi, c'est pas demi qu'elle a fait à Roland, c'est finaliste en 2021.
Voilà. Donc, quand on est capable d'être aussi régulière en Grand Chelem, on ne peut pas s'étonner de l'avoir fait un quart de finale. Elle a été aussi, parce que c'est un cocorico, coachée par le frère de David, Simon Goffin, pendant 2 ans et demi. Donc, je trouve ça plus intéressant que d'être coaché par Mouratoglou, parce que les entraîneurs belges ils sont meilleurs que Patrick Mouratoglou. Et c'était quand ça? C'était C'était quand a C'était avant qu'il coach, il a coaché Elise Mertens aussi, Simon? Simon, il était... oui, ça c'était après. Alors, pour moi, je dirais Simon Goffin et 2019, 2020, Ah oui. quelque chose comme ça. Et sachez, que, Yannick Mertens, est un joueur belge, un ancien, joueur belge qui est aujourd'hui le sparring partner de Pavlyuchenkova. Donc il est à Melbourne, c'est lui qui tape des balles avec elle, tous les jours et il sera invité, de Je C'était Podcast demain, lundi. Donc voilà, on aura, l'occasion de lui poser un petit peu nos questions, par rapport à ce quart de finale qui va se jouer, contre Aryna Sabalenka, une joueuse contre qui elle mène 2-1 dans cette confrontation, Pavlyuchenkova, mais ce sont des victoires qui remontent à 2019 et 2021. Donc, elle a dit elle-même en conférence de presse qu'elle ne voulait pas en tenir compte. Elle a déclaré, cela dit, qu'elle ne ressentait aucune pression face à Sabalenka. Je n'ai aucune pression depuis le début du tournoi d'ailleurs. Voilà, mais à part jouer le match de sa vie, on voit quand même pas bien comment elle pourrait l'inquiéter. Sauf si je me trompe, encore une fois. Tu ne te trompes pas souvent. Alors, le score n'est jamais acquis et tout peut toujours se passer. Elle part pas favori, c'est certain, mais comme je viens de l'expliquer, si elle a un tennis qui est tellement flamboyant et tellement explosif qu'elle peut probablement la déranger. Est-ce qu'elle peut la battre? C'est vrai que Sabalenka, c'est quand même, on en discutait il y a quelques secondes, elle est quand même vraiment au-dessus de tout le monde pour le moment. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Sur un match de tennis, 2 sets, c'est très court. Il y aura certainement des petites opportunités qui vont se présenter. Il faudra voir comment elle va les négocier. Mais si c'est rassurant de l'entendre, elle dit qu'elle n'a aucune pression, qu'elle se sent bien, etc. C'est quand même un facteur qui peut lui donner du relâchement dans les petits moments qui se présenteront à elle. Et donc, avec un peu de chance aussi, peut-être que l'exploit est possible. Alors, Coco Gauff, elle, a été bousculée dans son huitième de finale face à Belinda Bencic. La Suissesse a pris les commandes du match en remportant le premier set 7-5 grâce à un tennis très agressif, très intelligent. Mais Bencic n'a pas réussi à tenir le rythme physiquement dans les 2 sets suivants. En plus, Coco Gauff a sensiblement haussé son niveau de jeu en se montrant plus puissante. Donc la différence s'est jouée sur le plan physique. À 20 ans, Coco Gauff était clairement en meilleure forme que Bencic, qui a donné naissance à son premier enfant il y a 8 mois. Victoire logique donc pour la joueuse la plus affûtée physiquement du circuit. Tu le disais encore dans un des premiers podcasts, celle qui bouge le mieux aussi sur le terrain. Au tour suivant, il faudra quand même que Coco Gauff fasse attention à ses fautes directes en coup droit. On sait que c'est son talon d'Achille, ce coup droit. Elle a commis 22 fautes directes de ce côté-là durant son match contre Bencic, qui changeait beaucoup de rythme et qui parvenait à la déranger de ce côté-là. Quel est son problème en coup droit, Coco Gauff? Toi, tu peux un peu nous expliquer? C'est l'accélération de la raquette? C'est une prise un peu extrême aussi qui fait que quand la balle vient très très vite et qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle la touche un tout petit peu derrière et c'est la raison pour laquelle elle rate. Voilà, c'est une technique qui n'est pas très fluide, mais qui reste quand même très efficace. Hein, quand on voit les résultats quand même. Oui, oui. Mais donc il faut vraiment arriver à ce que Belinda Bencic a réussi à faire dans le premier set, vraiment lui mettre une énorme pression dans le coup droit, frapper très fort, jouer très long, et là elle peut avoir des problèmes. Si tu lui donnes des coups droits et qu'elle a un peu le temps, ça ne lui posera aucun problème. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit extrêmement bien fait. Oui, et donc voilà, c'est sa petite lacune, et c'est là que Sabalenka a toujours une bonne chance contre Coco Gauff, évidemment, et même les autres aussi, parce que ceux qui sont capables de faire ça, eh bien ça l'ennuie fortement. On sait qu'elle le travaille. Elle a essayé de changer un peu sa prise. Maintenant, est-ce qu'elle reprend son ancienne prise en match? Je ne sais pas. Mais son nouveau coach a essayé de lui faire changer sa prise en coup droit, mais elle a refusé. Elle ne veut pas adopter ces changements-là. Je pense que c'est au service qu'elle a changé légèrement de prise aussi. Alors, un changement de prise, quand on est à ce niveau-là, c'est un sacré risque quand même. Et ça ne m'étonne pas qu'elle n'ait pas accepté de le faire parce que il ne faut pas faire de la technique non plus la seule porte d'entrée possible pour faire ce type de correction. On peut passer par des adaptations au niveau du jeu de jambes aussi, par énormément de répétitions, et puis aussi travailler sur les croyances que le coup droit est OK, et le coup droit est OK dans toutes les situations. Et dans les entraînements,
créer des situations proches du match qui font prendre conscience aux joueurs que tout est OK. Après, ce qui devient difficile, c'est quand on doit le faire sous pression, évidemment, et qu'on sait qu'on a une petite défaillance dans un des coups. Donc, l'adversaire va s'engouffrer dans cette partie du jeu, et c'est là où il faut avoir la force mentale pour dire que, OK, je peux tenir le choc et je suis capable de répondre correctement à ces agressions. Je suis pas vraiment inquiet pour elle, parce que vraiment, il y a que très peu de filles qui sont capables de le faire. Maintenant, c'est sûr que pour gagner des grands chelems, il faut battre ces filles-là qui frappent très, très fort. Et pour en revenir à Belinda Bencic, tu m'avais posé la question, est-ce qu'elle a une chance de battre Coco Gauff? Bon, ben voilà, oui, tennistiquement, elle l'a prouvé en gagnant le premier set, non pas encore physiquement. Souvent, on parle de ce pilier physique dans le tennis féminin. C'est encore un très bon exemple ici de ce qui s'est passé où Belinda Bencic, sur le côté tennistique, peut tenir 1 heure. 45 minutes, 1 heure, c'est pour l'instant pas suffisant parce qu'elle vient d'accoucher, comme tu l'as dit, et que physiquement, elle peut pas tenir le rythme. Et donc, le pilier physique prend le dessus sur le côté tennistique. Et donc, c'est ce qui rend ce sport évidemment magnifique. Et c'est parce que j'aime le répéter qu'il n'y a pas que le côté technique ou tactique ou physique ou mental. C'est ou tout ensemble ou certaines choses et qu'il faut aller chercher là où on se sent capable de faire la différence. Oui, et Coco Gauff, en termes physiques, elle est certainement l'une des plus fortes du circuit. Et il s'agissait de la 8e victoire de Coco Gauff sur ses 9 dernières confrontations en 3-7 en Grand Chelem. Donc Ouais. très forte aussi mentalement pour aller chercher ses victoires, même quand elle a un déficit d'un set. Et ça, les adversaires le savent, que physiquement, il y a peu de chances de gagner le match contre Coco Gauff. Surtout que les matchs ne durent jamais plus de 2 heures, 2 heures et demie, ok, de temps en temps exceptionnellement un peu plus, mais sur un laps de temps court comme ça, Coco Gauff, elle sait qu'il y a personne qui va pouvoir la concurrencer, donc c'est rassurant aussi pour elle de se dire, ok, j'ai perdu le premier qui a duré 1 heure, elle, ça change rien pour elle. Pour le capital confiance, c'est vraiment intéressant. Et en quart de finale, Coco Gauff retrouvera Paola Badoza, qui s'en est sortie en 2-7 face à Olga Danilovic. Elle a démarré un petit peu tard son match 6-1, 7-6. Un match donc en 2 phases. Un premier set à sens unique à côté duquel Danilovic est complètement passé et un deuxième set très disputé jusqu'au tie-break. Et l'Espagnol disputera son 3e quart de finale en Grand Chelem, son premier en Australie. Badoza Gauff, pas de gros suspense. Si, quand même, aux Ouais, favorites, évidemment. je ne sais pas, je ne sens pas Badoza capable de la faire dérailler, mais Non, non, peut-être que tu as raison, mais je n'arrive pas à concevoir le fait que c'est du 100% d'un côté comme de l'autre, tu vois. Mm. On ne sait pas ce qui peut se passer chez Coco Gauff. Coco Gauff, elle a aussi très envie de gagner le tournoi, elle sait qu'elle est capable de le faire, donc à un moment donné, ça se rapproche, il reste 3 matchs à gagner. Il peut se passer des choses qui peuvent un peu la faire douter, dérailler, un peu moins bien jouer. Badoza, elle est hyper puissante. Si elle pilonne le coup droit comme une dingue et qu'elle commence et que Gokov commence un tout petit peu à rater, un peu à se frustrer, à servir quelques doubles fautes parce que Badoza lui rentre dedans et lui met une pression de ouf. Et Badoza, elle est capable de faire ça, tu vois. Elle envoie du très très lourd, l'Espagnol. Puis elle est à droite à la volée aussi, non? Oui. Non, elle a énormément de qualités. Enfin, elle a de toute façon toutes les qualités pour battre Coco Gauff. Alors, c'est sûr que il faut être capable de le faire longtemps, quoi. Voilà, ça c'est vraiment un set certainement. Est-ce qu'elle peut le faire pendant 2 heures, 2 heures et demie? Voilà, ça va être la grosse question. Mais oui, elle a une chance. Et ce qui est intéressant, c'est que Gauff et Badoza sont à égalité 3-3 dans leur confrontation directe, mais c'est l'Américaine qui a remporté leurs 2 dernières confrontations l'année dernière. Donc, un petit avantage mental quand même pour Coco Gauff. Oui, mais c'est 3-3. Ouais. J'aime bien ta positive philosophie, Phil. Mais non, pour moi, c'est pas le fait d'être positif, c'est juste que tu peux pas jouer ce sport si tu penses que tu n'as aucune chance de gagner. Enfin, c'est un non-sens, quoi, tu vois. Non, bien sûr. Tu peux pas jouer le classement, tu peux pas jouer l'expérience de l'autre. Il faut jouer la balle. Moi, c'est souvent ce que j'aime bien cette image-là, parce que ça enlève quand même un tout petit peu aussi la pression. Quand tu joues contre quelqu'un qui a 2 ou 3 ou 4 classements de plus que toi, tu dis oh là là. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui font ça. Jeunes et moins jeunes, on regarde le tableau, et puis on va voir le nom, et puis après, certains vont voir sur Internet les résultats, en disant, oh là là, il a gagné 3 tournois déjà, hop, hop. Et puis tu arrives, et ça t'aide en quoi de savoir que ton adversaire a gagné 3 tournois et que toi, tu n'en as jamais gagné? Ah, rien du tout, à part te mettre en dessous, mettre un peu plus de doute,
t'enlever de la confiance. Donc, c'est un processus qui ne sert à rien. Donc, si tu arrives à balayer un peu tout ça et juste te dire que, en fait, le gars ou la fille va servir et je dois retourner et donc je vais jouer le retour et puis je vais jouer une balle courte ou je vais jouer une balle longue et que tu te focalises sur l'essence même, le jeu, tu ne fais pas de l'adversaire la priorité, tu vois. Tu ne laisses pas l'adversaire et la feuille de résultat de ton adversaire rentrer dans ta tête. Et les pros, ils pensent pas, Badoza, elle va pas monter sur le terrain en disant, ah, Coco Gauff, elle a déjà gagné l'US Open et moi, j'ai jamais gagné l'US Open. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que tout est toujours possible. Et c'est le cas. Et je vous rappelle que Phil est un coach mental hors pair que vous pouvez contacter si vous voulez vous aussi gagner des matchs de tennis dans votre vie d'amateur. Il vous aidera grandement, comme vous l'entendez. Oui, mais sans aucune garantie de faire gagner des matchs aux gens. Je suis pas Harry Potter. Non, mais tu fais beaucoup de bien au cerveau, j'en atteste. C'est gentil, mais parce que, de nouveau, chaque entraîneur a un peu ses spécificités. La technique, très important. D'autres vont se mettre le focus sur la tactique, la stratégie. On parlait de Wim Fissette, par exemple. Wim Fissette, c'est un très bon tacticien. Il utilise les statistiques pour apprendre à connaître les adversaires, etc. Il aime mettre en place des plans tactiques. D'autres, un peu à la philosophie américaine, le physique, très important. Il faut y aller, ou même les Espagnols. On travaille, on passe des heures sur le terrain et le volume physique va faire la différence. Et d'autres qui rentrent via la tête. Moi, j'aime rentrer, voilà, sans négliger les autres points qui sont absolument importants et capitaux. Mais j'aime cet aspect-là parce que je pense qu'à très haut niveau, voire à beaucoup de niveaux, c'est la tour de contrôle qui décide de tout. Donc, même si tu as des super jambes, à un moment donné, si tu as peur, tes jambes, elles ne te serviront à rien. Si tu as une technique d'une fluidité incroyable, mais si tu es tendu et sous pression, ton bras va pas avancer et ta technique ne sera pas là. Et tactiquement, si tu es de nouveau écrasé par la pression, tu ne vas pas avoir la clairvoyance de voir quelles sont les lacunes et les défauts de ton adversaire. Donc, je pense que la tête, c'est quand même, c'est par-delà, mais c'est mon point de vue, donc on n'est pas obligé de partager, mais je pense que c'est de là que tout démarre, quoi. C'est bien connu que dans le tennis, la tête est prend énormément de place. Alors, dans le tableau masculin, Phil, il n'y a pas eu de miracle pour Hugo Humbert. Malgré un sursaut d'orgueil dans le deuxième set, le Français n'a pas pu tenir la cadence face à la puissance de l'Allemand Alexander Zverev. 6-1, 2-6, 6-3, 6-2. Pour son tout premier quart de finale en Grand Chelem, Hugo Humbert s'est retrouvé face à un adversaire archi-dominateur dans le premier set. Même s'il a eu un bon pourcentage de premier service, Humbert, la qualité de retour de l'Allemand était tellement exceptionnelle que ça ne pesait pas. Dès qu'il rentrait dans l'échange, Humbert était surclassé, il essayait de forcer et il commettait la faute. Match qui a changé de physionomie dans le second. Le Français est parvenu à mettre plus de pression pour empocher la manche, 6-2. Il a très très bien joué dans ce set-là et a continué avec des bonnes intentions, mais jusqu'au milieu du troisième. Là, il a eu une grosse opportunité à 4-3 qu'il a manqué, un peu moins bon jeu, et bam, Zverev s'est envolé. Il a retrouvé son niveau de numéro 2 mondial pour enfoncer son adversaire, 6-3, 6-2. Globalement, il a eu un niveau tout simplement au-dessus de celui d'Hugo Humbert tout au long du match. La clé s'est sans doute située derrière la deuxième balle de service, parce que le Français est apparu en difficulté dans ce secteur-là. 23% de points gagnés contre 48% pour Zverev. Il avait une vitesse moyenne de balle de 150 km/h contre 175 pour Zverev. Le service, c'est un domaine dans lequel on a vu Zverev énormément progresser ces derniers mois, tout comme son coup droit de plus en plus solide. Ça reste une très grosse performance sur un joueur du top 20. Oui, il est 14 même, ouais. Le Français. Et à part ce petit caillou dans la chaussure dans le deuxième set, il lui marche dessus pendant tout le match, avec, je trouve, une attitude, quoi, tellement... je trouve qu'il prend de la place, Zverev, sur le terrain. Il est conquérant, il est concentré, il a une énergie vraiment impressionnante. Et là, en regardant ça, je me suis dit, waouh, ça va être chouette ce qui va se passer dans cette deuxième semaine. Ça va être fabuleux. Il a un niveau de jeu qui est phénoménal, vraiment phénoménal. Sa deuxième place mondiale n'est pas du tout usurpée. C'est pour moi vraiment un des 2-3 meilleurs pour le moment. Et je me demande bien qui va pouvoir aller le chercher.
Et j'avais rencontré Hugo Humbert quand je suis allée au tournoi de Metz récemment là pour voir Zizou, et il disait qu'il était capable de rentrer dans le top 10, qu'il se sentait capable d'entrer dans le top 10 mondial. Zverev l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, s'il joue comme il a joué dans le deuxième set sur toute une longueur de match, il peut vraiment rentrer dans le top 10. Et ce qui lui manque, c'est cette régularité, c'est le fait d'être bon pendant 3 sets complets, quoi. Voilà, on en a Mm. déjà parlé avec quand mon fils qui a battu Fritz. Ouais. Et Fritz a dit, si mon fils est capable de maintenir ce niveau, il va être très difficile à aller chercher. Mm. Mais c'est des si. Bien sûr, Humbert, il est capable d'avoir un niveau de jeu qui est fabuleux. Il va falloir maintenant qu'il travaille pour maintenir ce niveau moyen extrêmement élevé pendant très longtemps. Donc, il faut jouer les meilleurs. Il n'y a que comme ça qu'il va y arriver. Ça veut dire jouer les meilleurs dans ces gros tournois. Donc, essayer d'espérer pour lui qu'il fasse des quarts et des demi et qu'il commence à s'habituer à ce niveau-là, à ce stade de la compétition. Et alors, c'est comme ça qu'il va aussi progresser. Mais Zverev dit, oui, s'il joue ce niveau-là, mais en attendant, c'est Djokovic qui joue ce niveau-là tout le temps, c'est Sinner qui joue ce niveau-là tout le temps, c'est Alcaraz, c'est lui. Et après, certains de façon un peu plus ponctuelle. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence. Et de nouveau, je m'excuse de me répéter si les gens m'écoutent encore, c'est l'intérêt de faire 5-7, de jouer 5-7, d'aller au meilleur, en tous les cas, des 3-7, parce qu'on voit des choses comme ça. Imagine la configuration au meilleur des 3-7, c'est un set partout. Zverev, il peut se tendre, tu vois, parce que c'est un break. Il sent qu'à 30-40, je sais pas, il peut se passer un truc. Hugo Humbert le break, pop, 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 et il peut vraiment s'en sortir. Il y a, pour les meilleurs, quand même, ce format-là, il donne quand même une espèce de sécurité dans la tête qui est fabuleuse. Oui, ne nous enlevez jamais ces matchs au meilleur des 5-7. Et il a seulement perdu un set depuis le début de la quinzaine, Sacha Zverev, donc il n'a pas laissé beaucoup d'énergie sur le court. Il arrivera frais en deuxième semaine pour son quart de finale face à Tommy Paul, qui lui non plus n'a pas perdu de temps en huitième. 1h20, c'est le temps qu'il a passé pour balayer son adversaire Alejandro Davidovich Fokina, 6-1, 6-1, 6-1. L'Espagnol était tout simplement émoussé par ses deux derniers gros combats en 5-7 au deuxième et troisième tour, où il était à chaque fois revenu de 2-7-0. Dans cette rencontre à sens unique, Tommy Paul a gagné presque 2 fois plus de points que l'Espagnol, 85 contre 43. Alors Tommy Paul, il a déjà atteint les demi-finales à l'Open d'Australie, c'était en 2023. Pour réitérer cette performance, il devra inquiéter Alexander Zverev, 2 fois finaliste déjà en Grand Chelem. Et à propos de ce quart de finale, Zverev a dit « Je n'ai jamais réussi à battre Tommy Paul, mais nous n'avons plus joué depuis 4 ans, l'un contre l'autre. Je devrais certes être à mon meilleur niveau et jouer mieux que ce que j'ai fait pendant la première semaine. » Donc malgré tout ce que tu dis, il n'est pas encore satisfait de son niveau de jeu apparemment. Oui, alors après, il y a ça enlève un peu de pression aussi, probablement, de tenir des propos comme celui-là. Il faut toujours mettre un filtre entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent réellement. Ouais. Je pense sincèrement qu'avec la confiance qu'il a et cette arrogance positive, il ne doutera pas, et il ne doute pas qu'il puisse gagner contre Tommy Paul, mais qui n'est pas très connu, c'est pas le joueur, mais qui a un jeu fantastique. Et qui a de nouveau tactiquement tout dans son jeu pour vraiment bien embêter Zverev, parce que c'est un super joueur offensif, l'américain. Là aussi, un peu comme on parlait des filles, il part pas favori, c'est certain, mais ça va être quand même une magnifique quart de finale. Oui, 11e mondial quand même, Tommy Paul, très régulier depuis quelques années. Oui. Et dans le match de la Night Session, Novak Djokovic s'est qualifié en 3-7, 6-3, 6-4, 7-6 face au Tchèque Jiří Lehečka, 29e joueur mondial. Un joueur qui a travaillé jusqu'en septembre dernier avec Thomas Berdych et qu'on a vu aussi au tournoi d'Anvers. Il m'avait expliqué avoir été absent quelques mois des cours en 2024 à cause d'une blessure au dos. Là, il est bien de retour, mais le Serbe ne s'est pas laissé embarquer dans un match à rallonge face à ce gros serveur extrêmement affûté physiquement et qui arrivait à Melbourne avec 8 victoires consécutives, avec ce titre qu'il a gagné, Lehečka, à Brisbane. Mais malgré ses grosses qualités et son jeu vraiment très précis, notamment avec des attaques le long de la ligne assez fulgurantes, Lehečka n'a jamais réussi à déborder le Serbe, qui dominait au service et dans l'échange dans les 2 premiers sets, remporté 6-3, 6-4.
Pour Djoko, un joueur qui joue vite et à plat, c'est du pain béni. Il s'est vraiment régalé dans ses échanges en cadence. Le troisième set a été un petit peu plus serré et même si Lejka a poussé Djoko jusqu'au tie-break, il a rencontré des grosses lacunes dans les moments importants. Beaucoup de frustration, mais vraiment dans ces moments importants, il n'a pas réussi à faire la différence. Djokovic se qualifie pour son 15e quart de finale à l'Open d'Australie et on va avoir droit au choc tant attendu face à Carlos Alcaraz. C'est clairement un autre tournoi qui va commencer maintenant. Oui, on l'attendait, hein, ce quart de finale, il est là. Un Mm. des deux grands favoris tombera. Lequel des deux? Ça va être évidemment intéressant à regarder. Bon, voilà, il faudra se mettre dans le fauteuil, prendre des pop-corn et savourer. C'est comme une finale Ouais. qui vient un tout petit peu trop tôt ou pas, je sais pas, mais voilà, c'est profiter de Djokovic qui est là, à ce niveau-là. Alors, on peut se demander encore combien de temps il va tenir, mais il est tellement frais et tellement bon, on peut se dire on se dit c'est 2-3 ans probablement. Voilà, c'est la nouvelle génération contre l'ancienne. Ils se sont déjà joués plein de fois et c'est toujours explosif. Donc, showtime et Ouais. on profitera du spectacle. Et tu as vu comment Djokovic avait snobé Jim Courier à la fin de la partie Ah pour non, l'interview? j'ai pas vu ça. Bah oui, mais il a expliqué tout de suite pourquoi en conférence de presse. C'est simplement parce qu'apparemment, il y a un présentateur télé australien de Channel 9, qui est la chaîne qui a les droits de l'Open d'Australie, qui a tenu des propos un petit peu désobligeants vis-à-vis des supporters serbes. Il y a un jour, en plateau, il avait des supporters derrière lui et il a un petit peu chambré les supporters et Djokovic en disant qu'il avait fait son temps. Et en fait, Djoko attend des excuses de la part de ce journaliste. Et sans ça, il ne donnera plus aucune interview, ni à la chaîne principale, ni après les rencontres. Donc voilà, Oui. Djoko qui est un petit peu énervé par cette situation. C'est pas bon ça, hein, à la veille d'un quart de finale face à Alcaraz. Ah, c'est lui le patron, hein. Il le fait sentir et voilà, c'est comme ça. Donc, à mon avis, la chaîne va mettre la pression sur son journaliste Ah pour oui, aller lui dire, va lui serrer la main et et parce t'excuser. on ne peut pas se passer des interviews et du feedback de Djokovic sur le terrain. Enfin, ça enlève quand même beaucoup, hein. Surtout pour tous les supporters qui sont Ah là ouais, pour lui. évidemment. Qui était de nouveau en nombre là et Ouais. non, le pauvre Jim Courier évidemment, il n'en peut rien, mais Non, il a non. il a pris un beau vent. Et le dernier match à évoquer, bah, c'est celui de Carlos Alcaraz évidemment, qui s'est qualifié pour les quarts de finale suite à l'abandon de Jack Draper. Il avait gagné les 2 premiers sets, 7-5, 6-1, mais il a vu, son adversaire jeter l'éponge, blessé. Il faut dire que le Britannique a disputé ses 3 premiers tours en 5-7 cette semaine à Melbourne. Il a passé plus de 12 heures sur le court, donc il n'avait plus d'essence dans le moteur. Il s'est fait masser le haut de la cuisse au début du deuxième, mais on voyait clairement qu'il était limité dans ses déplacements. Alcaraz n'a donc pas laissé trop d'énergie sur le court ce dimanche et il n'a pas non plus forcément bien joué pendant ces 2 sets. 21 fautes directes contre 8 pour Jack Draper. Il s'est montré un peu fébrile sur son service avec 5 doubles fautes. Mais c'est là qu'on voit encore une fois toute la difficulté d'un tournoi du Grand Chelem. Davidovich Fokina, Jack Draper, Dona Vekic, des joueurs qui ont abandonné physiquement, usés, alors qu'on est en début d'année, quoi. Oui, mais c'est tout le débat entre la fin de la saison et le début de la saison. Très, très peu de semaines, Ouais. très peu de récup. Finalement, tout s'enchaîne comme un fondu enchaîné. J'aime bien cette image, mais c'est exactement ça. Enfin, les bons, ils vont jusqu'au Masters, la saison se termine, et encore avec la Fed Cup Et ou puis la tu as Coupe la Coupe Davis. Davis aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils terminent en décembre. Il n'y a pas de récup, il Mm. n'y a pas de break. Comme tu le vois quand même dans d'autres sports, hein, basketball, football américain, là aux États-Unis, même le football en Europe, à un moment donné, ça s'arrête 2-3 mois. Malheureusement, non, le tennis, c'est pas comme ça. Et donc voilà, beaucoup, beaucoup de blessés. On le sait, on en parle chaque année, ça changera jamais. Donc il faut que les joueurs parviennent à gérer le mieux possible leur calendrier. Alors malheureusement, quand on est dans le top 50, il y a l'obligation de jouer un certain nombre de tournois, donc ils ne peuvent même pas choisir. Mm. Après, là où ils peuvent choisir, c'est tous les matchs exhibition, les tournois un peu moins importants, mais qui Ouais. rapportent beaucoup de sous. Donc, c'est toujours très compliqué. Mais donc, Carlos Alcaraz est qualifié pour son 10e quart de finale en Grand Chelem. Les seuls à avoir réalisé cette performance à 21 ans sont Boris Becker, Björn Borg et Mats Wilander. Pas mal quand même de rentrer Ça dans ce club, remonte, hein. ouais, 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 oui, évidemment, évidemment.
Et il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale à Melbourne, Carlos Alcaraz. L'année passée, il avait été éliminé en quart par Alexander Zverev. Mais pour une place en demi, il devra franchir l'ogre Djokovic, 10 fois vainqueur de cet Open d'Australie. Ce sera mardi. Tu peux m'appeler autant que tu veux, Phil. Je ne répondrai pas pendant cette rencontre. Ouais, Et, ça va être super. et message à tout le monde d'ailleurs. N'essayez pas de me joindre mardi matin. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se jouer, mais à mon avis, ce sera une night session pour les deux. Ouais, certainement. Et on va terminer, Phil, par évoquer la belle performance chez les juniors de notre Jelin van Drome. Elle a remporté son match du premier tour face à l'Australienne Nishikawa, 6-4, 3-6, 6-2. Au prochain tour mardi, elle jouera contre l'Allemande Zenikova, Jelin van Drome. Et puis, je ne sais pas si tu as vu les images du petit frère de Carlos Alcaraz, Jaime. Jaime. 13 ans. Il est lui aussi en compétition cette semaine. Il joue aux Petits As, les championnats du monde junior à Tarbes en France, et il s'est imposé au premier tour des qualifications internationales en moins de 14 ans. Il y a des images qui circulent, c'est le sosie de son grand frère. Je crois qu'Alcaraz a gagné les Petits As en plus, il faut vérifier. Oui. Les Petits As, Oui, hein? Est-ce qu'il n'avait pas gagné contre Rune? Oui, c'est possible. Je vérifie ça pour demain. D'accord, mais je suis presque sûr à 100% qu'il a gagné le tournoi. Tarbes, compétition moins de 14 ans, c'est les championnats du monde. Et c'est vraiment là où les managers des différentes grosses compagnies viennent signer les futures vedettes de demain. Quand tu vois les vainqueurs du tournoi, c'est absolument dingue. Chez les filles, chez les garçons, il y en a énormément qui sont devenus des grands champions. Et donc, c'est marrant quand tu vas sur ces compétitions parce qu'il y a vraiment une chasse aux vedettes. Et il faut savoir que, parce que ça, c'est la réalité du business du tennis, c'est qu'à 12 ans, les meilleurs sont déjà repris sous contrat. Et avec des montants que je ne vais pas te citer parce que ça va te dresser les poils sur la tête, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour les meilleurs, pour que les boîtes et les petits dans leur écurie. Ben voilà, je voulais terminer par cette petite note parce que je trouvais ça sympathique. Et demain, eh bien, place aux 4 autres huitièmes de finale. Sinner, Rune, Sonego, Thiem, Monfils, Shelton et les deux Alex, Michelsen contre De Minaur. Et puis chez les dames, on aura Kudermetova, Svitolina, Rybakina, Madison Keys, Navarro, Kasatkina et Iga Swiatek contre Evalis. Cherchez l'erreur dans ces huitièmes. Voilà. Et puis, Phil, on se retrouve demain. Peut-être pas, ça dépend, on verra. Ce sera la surprise du jour. Mais en tout cas, moi, je vous retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir été là, encore une fois. Et je te souhaite une excellente journée, un bon dimanche. Salut Christelle. Et à tous les auditeurs également, évidemment. Merci de nous être fidèles. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde.